projet SAT-LCZ, présenté par Dominique Evra et Jean-Charles Prévost. Il va être introduit là aussi par une vidéo de quelques minutes que nous allons regarder ensemble. Le projet SAT-LCZ, Local Climate Zones, a été initié et est porté par le CEREMA et Airbus Defence and Space en partenariat avec le CNES. Du fait du réchauffement climatique, les milieux urbains sont de plus en plus vulnérables pendant les vagues de chaleur estivales. Un des enjeux actuels est donc de mettre en œuvre une conception Sandy, je crois qu'il faut que tu reprennes la main. Il y a eu un petit souci là sur. Vous n'avez pas le son de la vidéo? Non, il faut que tu reprennes la vidéo. C'est moi qui, je sais pas, soit moi, soit. Très bien, bon. De partager. On va. Repart du début sur la vidéo. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Allez, on recommence. Et on n'a pas le son par contre. Bon. Problème technique, je vais refaire le partage. Hop. Ça devrait être bon. Le projet SAT-LCZ, Local Climate Zones, a été initié et est porté par le CEREMA et Airbus Defence and Space en partenariat avec le CNES. Du fait du réchauffement climatique, les milieux urbains sont de plus en plus vulnérables pendant les vagues de chaleur estivales. Un des enjeux actuels est donc de mettre en œuvre une conception urbaine mieux maîtrisée qui permettra d'adapter les villes et d'atténuer localement les pics de chaleur liés au réchauffement climatique. Le projet SAT-LCZ permet d'étudier les phénomènes d'îlots de chaleur dans les zones urbaines en mettant en place une méthodologie permettant d'effectuer une classification en zones climatiques locales dérivée exclusivement d'images satellites à très haute résolution. Cette classification, proposée par la communauté internationale de climatologie urbaine, permet de segmenter les territoires en unités typomorphologiques élémentaires homogènes vis-à-vis de leur comportement climatique. L'objectif est de fournir aux acteurs du territoire une cartographie pour conduire une analyse de la vulnérabilité des quartiers urbains et cibler les leviers mobilisables pour réduire l'effet d'îlot de chaleur urbain. Le projet SAT-LCZ s'appuie sur les acquis du projet Diaclimap financé par l'ADEME avec une méthodologie basée sur de l'imagerie optique. Il s'en différencie notamment par l'utilisation exclusive des données spatiales issues de la mission Pléiade. Ces images permettent en effet de réaliser une observation stéréoscopique de la ville qui va servir de base pour déduire les données nécessaires à la classification LCZ, un modèle numérique de surface, une occupation du sol, des bâtiments 3D. Identifier les zones locales climatiques nécessite de produire des couches géographiques décrivant la morphologie urbaine, 4 indicateurs, et l'occupation du sol, 3 indicateurs, ce qui permet de modéliser le comportement thermique des espaces. L'utilisation d'imagerie THR permet d'envisager de produire et d'actualiser les indicateurs LCZ pour tout type de tissu urbain, indépendamment de l'existence de bases de données géographiques. Dans un premier temps, cette méthodologie sera appliquée à la métropole européenne de Lille, qui a notamment connu un épisode de canicule en 2019 avec des températures supérieures à 41 degrés. Ce territoire permettra de valider les résultats de la méthodologie employée par comparaison avec des données déjà existantes. Une ville avec une structure différente sur un territoire étranger sera intégrée au projet dans un deuxième temps pour démontrer la transposabilité de la méthode à l'échelle mondiale. Une fois cette automatisation validée, elle permettra le passage à l'échelle et donc d'internationaliser la méthode développée pour la France en adaptant la classification au contexte urbain rencontré dans différents cas d'études et en réalisant la chaîne de traitement allant de l'imagerie satellitaire à la production des indicateurs, indépendamment de l'existence de données géographiques sur le territoire, avec un processus aussi automatique que possible.
Dominique et Jean-Charles, on vous laisse maintenant la parole. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oh oui, très bien. D'accord. Donc je vous propose de passer à la diapo suivante. Donc l'objectif du projet, comme indiqué, c'est clairement de faire donc une carte, un outil de diagnostic des zones climatiques urbaines pour cartographier les ICU potentiels. Et l'objectif, in fine, c'est d'accompagner les collectivités locales qui s'approprient ce sujet, hein. C'est ce que l'on constate depuis quelque temps. Alors pour les métropoles, depuis une dizaine d'années, pour certaines, et puis plus récemment, y compris pour des petites métropoles, des petites villes, pardon. Donc c'est un phénomène qui est avéré et qui va être amené malheureusement, quels que soient les scénarios d'évolution climatique, à se développer, à s'intensifier et selon une fréquence plus importante. Voilà, donc sujet qui est clairement pris en compte par les collectivités aujourd'hui. Donc, on partait, dans le cas du projet SAT-LCZ, on partait sur la base de travaux R&D qui avaient été développés en interne au CEREMA avec notamment un chercheur en climatologie urbaine. Et puis, une solution qui était fonctionnelle donc, sur le territoire français, mais qui avait l'inconvénient de devoir mobiliser un certain nombre de données françaises ou européennes. Et donc l'objectif ici, c'était de voir dans quelle mesure on pouvait s'affranchir notamment de ces données-là et puis finaliser nos algorithmes. Donc je vous propose de repasser la main à mon collègue Jean-Charles de chez Airbus pour les diapos suivantes. Bonjour, vous m'entendez? C'est bon? Alors, donc quel type de données spatiales est utilisé pour ce projet? C'est bien ce qu'a dit Dominique. L'idée, c'est de réussir à produire les cartographies d'îlots de chaleur urbains en utilisant une seule source de données, un triplet d'images Pléiades, et toutes les données après qui vont nous permettre de produire cette cartographie d'îlots de chaleur urbains seront dérivées de ce triplet d'images Pléiades. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir être capable de faire ça de la façon la plus automatique possible, quel que soit l'endroit du globe sur lequel on se trouve et auquel on s'intéresse. Cette image source, elle est accessible grâce au dispositif Dynamis pour les acteurs publics en France ou via Airbus pour tous les autres usages. Et donc, à partir de ce triplet d'images Pléiades, on produit un modèle numérique de surface. À partir de l'imagerie et du modèle numérique de surface, on va produire une couche d'occupation du sol qui comporte plusieurs classes comme végétation haute, végétation basse, sol artificialisé, bâti, eau, etc. On en extrait des bâtiments et on estime une hauteur des bâtiments, donc on appelle ça de la 2D,5 ou 2D plus H, en croisant la couche d'occupation du sol et le modèle numérique de surface. Ensuite, il y a tout un ensemble d'indicateurs dérivés qui vont être calculés pour pouvoir rentrer en entrée du modèle, du calcul du modèle de climatologie urbaine. Et on produit des cartes qui respectent les classifications proposées par les chercheurs Stewart et Nork sur des travaux qui datent de 2012 essentiellement et qui font référence dans le domaine. On peut passer à la slide suivante. Donc, où on en est là sur le projet SAT-LCZ, en fait, on a quasiment terminé le projet. Il nous faut remettre le rapport. Là, ça va être fait courant juin, remettre le rapport final. Les cartographies ont été produites sur les villes de Lille en France et de Rayong en Thaïlande. Et on a pu démontrer la robustesse de la méthodologie qui a été déterminée, qui a été utilisée ici, quel que soit le type de paysage. Que, évidemment, entre la France et la Thaïlande, on est sur des paysages qui sont quand même très différents. Ça nous a permis aussi de comparer les résultats entre deux types de production sur l'occupation du sol. On va dire qu'on est sur une production au départ qui était un peu plus standard, qui était du semi-automatique, donc qui
on va dire, nécessiter quand même un tout petit peu d'intervention humaine. Et on a voulu aussi tester la méthodologie sur une méthode totalement automatique de production d'occupation du sol. Et donc, vraiment, à partir du triplet d'images Pléiades, on est sur du total auto jusqu'au produit fini. Alors évidemment, les résultats de la classification du sol en elle-même sont un peu moins précis que ce qu'on va pouvoir avoir en semi-automatique avec des opérateurs qui vont intervenir. Mais pour le résultat ici de cartographie des îlots de chaleur urbains, pour lesquels on va faire une agrégation des résultats suivant des mailles, qui peuvent être des mailles de 200 mètres ou des mailles de 200 mètres, comment Dominique reviendra sur les produits finis un petit peu plus tard dans la présentation. Ces produits totalement automatiques peuvent être tout à fait pertinents pour des raisons de facilité de production, de coût, etc., puisque le résultat au final sera équivalent. Et donc là, dans la suite des slides, on va vous montrer un petit peu des illustrations de ces différents produits qui ont été réalisés dans le projet. Donc voilà, là, c'est le processus de production qui est rappelé. Donc à partir d'une zone d'intérêt, soit en acquisition spécifique, soit en archive, on récupère 3 images Pléiades. Un modèle numérique de surface est calculé de façon totalement automatique. Le modèle numérique de surface est utilisé avec l'image qui présente le moins d'angle pour calculer une ortho-image par orthorectification. L'image et le modèle numérique de surface sont utilisés pour calculer l'occupation du sol. Et ensuite, l'occupation du sol plus le modèle numérique de surface sont utilisés conjointement pour trouver une estimation de la hauteur des bâtiments. Et donc, c'est vraiment ces produits tout à droite, là, l'occupation du sol et les bâtiments avec leur hauteur qui vont rentrer en entrée du calcul. Slide suivante, s'il vous plaît. Et alors là, je ne sais pas pourquoi, petit bug d'animation. Donc voilà, ça c'est les deux zones sur lesquelles on a travaillé pour l'étude. Donc à chaque fois des stries stéréo avec aucun nuage et un angle solaire assez réduit, donc des images, on va dire, assez idéales pour faire le travail. Sur des zones très différentes, ce qui nous permettait ce que je vous disais tout à l'heure, de vérifier la robustesse de la méthode. Où côté Rayong, on a un habitat extrêmement hétérogène, du bidonville, de la zone industrielle, alors que sur l'île, on est vraiment sur le cœur de ville avec de l'habitat très dense et des types de construction très différentes. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, donc là, ce qui a été produit, c'est 3 couches de données. Donc, un modèle numérique de surface calculé automatiquement à partir des 3 images sur un pas de 1 mètre qui donne une approximation de la hauteur des bâtiments qui permet de distinguer les corps de rue notamment. Donc, on est sur quelque chose qui est tout à fait suffisant pour l'usage qui veut être fait derrière en calcul automatique. De l'image et du MNS, on dérive une couche d'occupation du sol. Alors, il y a 2 méthodes là, différentes qui ont été mises à l'épreuve dans le cadre de cette étude. Une méthode semi-automatique, c'est du machine learning, et puis un processus itératif où une personne va venir faire du contrôle qualité et de la labellisation, et pour relancer le processus de machine learning, un processus itératif comme ça jusqu'à arriver à un résultat de bonne qualité. On voit le résultat derrière, c'est la deuxième couche à l'écran. Et on a essayé aussi une méthode automatique qui est basée sur un algorithme développé en interne à Airbus qui mixe de la classification métier classique avec qui va attribuer, on va dire, des scores de confiance sur les zones qui sont ainsi classées en occupation du sol et les zones qui sont avec des indices de confiance assez bas sont, elles, reclassées par du machine learning en se servant en échantillon d'apprentissage des zones qui ont reçu les meilleurs indices de confiance. Donc, en fait, c'est du machine learning qui est, on va dire, auto-apprenant. C'est-à-dire qu'on se sert de la première partie
de la classification comme échantillon d'apprentissage pour ensuite lancer dans un second temps le machine learning et classer ce qu'on n'avait pas réussi à classer au premier coup. Et de ces couches d'occupation du sol, on sort ensuite un bâtiment en 2D et demi. C'est-à-dire qu'on extrait les zones artificialisées et on estime la hauteur du bâtiment à partir des MNS. Et ces méthodologies-là, on les a vérifiées. On a fait des campagnes de vérification terrain, donc en dehors de cette LCZ, dans le cadre d'un autre projet, des campagnes de vérification qui ont été réalisées pour valider cette méthodologie d'estimation du nombre d'étages. Et on avait pu voir que plus de 90% des bâtiments étaient classés avec un nombre d'étages correct. Donc voilà, c'est une méthode qui marche assez bien. Et donc du coup, c'est cet ensemble de données-là qui a ensuite été transmis au CEREMA pour évaluation par comparaison avec des produits déjà existants. Donc, je redonne la main à Dominique. Oui, donc sur la fin de l'exposé, donc moi je vais vous parler de la cartographie des ICU en LCZ. Je vais passer très rapidement sur la méthode de production, je vais en dire quelques mots, mais ce que je voudrais essayer de montrer, c'est la façon dont on peut exploiter ensuite ces résultats dans un contexte opérationnel sur le terrain. Donc pour commencer, il faut avoir en tête quels sont les déterminants des ICU, hein, ce qui va provoquer ce phénomène. Donc à nouveau, sans rentrer dans le détail, il y a plusieurs familles, hein. Il y a les émissions de chaleur anthropiques, les paramètres de morphologie urbaine, c'est-à-dire l'arrangement des bâtiments entre eux, et puis les paramètres de surface. Donc ces éléments-là, alors clairement dans la méthode LCZ, on ne peut pas tous les prendre en compte, hein. Typiquement les émissions de chaleur anthropique, ça n'est pas le cas, mais on va avoir un certain nombre d'indicateurs sur les morphologies et les paramètres surfaciques. Et c'est ce qui va nous permettre de travailler sur notre cartographie. Donc sur la diapo suivante, voilà, on rappelle de la nomenclature LCZ proposée par Stewart et Hawke qui fait consensus, on va dire, aujourd'hui dans le milieu des climatologues urbains et sous laquelle sont proposés donc un certain nombre d'indicateurs. Alors, les travaux méthodologiques sur lesquels que l'on a développés se basent sur un algorithme que l'on avait déjà à disposition en début de projet, donc on a appelé algorithme analytique, dont l'objectif est d'être le plus fidèle possible aux travaux de Stewart et Hawke. Alors, la particularité, c'est qu'il s'appuyait alors déjà sur une OCS Pléiade, et des modèles 3D. En contrepartie, on utilisait des données européennes qui sont l'Urban Atlas ou des données françaises qui est la BD Topo bâti 3D. Donc, on avait un certain nombre de résultats que l'on avait également confrontés, en particulier sur l'île, à des données de température relevées sur le terrain. Mais l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle était relativement complexe, d'une part, et d'autre part, qu'elle était développable que sur le terrain français. Donc l'objectif de cette LCZ, c'était de passer sur un algorithme plus adapté donc aux données que Jean-Charles a présentées juste avant moi. Donc il y a eu toute une série de simplifications et d'adaptations. Et donc on a dérogé à la méthodologie et aux indicateurs de Stewart et Hawke, tout en gardant à l'esprit qu'il fallait qu'on ait des résultats qui soient cohérents. Et donc, on a obtenu une solution que l'on considère aujourd'hui opérationnelle et que l'on peut déployer sur tout territoire, basée sur les données que Jean-Charles vous a présentées. Donc, sur la diapo qui suit, voilà, donc notre terrain de jeu pour adapter l'algorithme, ça a été toute la métropole de Lille, sur laquelle on avait déjà donc un certain nombre de données. Donc c'est sur ce territoire-là qu'on a adapté l'algorithme. Ensuite, sur une zone un petit peu plus restreinte dans le centre de Lille,
On a donc substitué les données que l'on avait l'habitude d'utiliser aux données donc précédemment présentées, et on a conduit un certain nombre de comparatifs pour valider le fait qu'on reconduisait le même niveau de résultat, ce qui a été le cas pour donc les classifications d'occupation du sol automatiques, et on s'en approche très fortement avec les classifications semi-automatiques. On a également travaillé sur l'impact du maillage dans la mesure où on utilise l'Urban Atlas en France, qui est donc lui un maillage relativement intéressant pour les questions de morphologie urbaine, mais que l'on ne va pas retrouver ailleurs. Donc on a pu montrer et mesurer les écarts que présentait l'utilisation d'un maillage. Donc sur la diapo suivante, c'est le terrain de jeu sur lequel on a reproduit la méthode, donc qui est Rayong en Thaïlande, donc effectivement un territoire assez différent, avec des morphologies urbaines également assez différentes, une végétation aussi pas du tout la même qu'en France, une répartition différente. Et ça nous a permis de voir que nos résultats étaient reconduits de la même manière. Alors, on est en train de finir les dernières expertises, là, enfin, la rédaction des dernières expertises, mais on a quelque chose qui garde tout son sens, y compris sur des territoires hors de nos frontières. Donc, sur la diapo suivante, donc sur la diapo, il manque juste un petit bout qui a sauté, enfin c'est pas grave. Donc d'un côté, hop, ça arrive. Donc on a d'un côté, on a donc les données en input que Jean-Charles a présenté, l'algorithme dont je viens de vous parler, et puis la cartographie LCZ. Mais entre les deux, on a produit toute une série d'indicateurs sous-jacents qui nous permettent donc de produire ces cartes-là. Alors, l'objet ici, ça n'est pas de vous en parler en détail, mais plutôt de vous montrer comment ces indicateurs-là, au-delà de l'usage qui en est fait pour produire la carte, on peut aussi les exploiter avec une logique au-delà du diagnostic de travail sur les solutions avec les acteurs sur le terrain, avec les collectivités. Donc, sur la diapo suivante, j'ai mis une illustration donc sur les surfaces imperméables qui sont donc effectivement je dirais un indicateur qui est intéressant dans le sens où donc les îlots de chaleur urbains sont en partie générés du fait de cette imperméabilisation. Donc avec cette donnée-là, notre carte LCZ, on va pouvoir commencer à discuter avec les acteurs des solutions que l'on va pouvoir mettre en œuvre, notamment sur des logiques de désimperméabilisation. Donc sur la diapo suivante, on est dans le même état d'esprit, mais sous l'angle de la végétation. Et en combinant ces éléments, là, on va commencer à travailler sur les questions de priorisation de l'action publique. Et sur la diapo suivante, donc là, on est hors cadre du SCO SAT-LCZ. Simplement, on a travaillé sur un indicateur de vulnérabilité socio-économique, donc pour localiser les populations les plus vulnérables, ce qui nous permet à nouveau de discuter sur les priorisations d'actions à mener. Voilà, donc pour conclure, donc quelques liens avec d'autres projets. Donc Thermocity qui a été présenté précédemment, donc clairement il y a des échanges à mener entre les deux projets pour discuter des interactions et des complémentarités possibles. Donc ça c'est effectivement dans la to-do list. Ensuite, le projet SCO Green UrbanSat, dont je suis le pilote, qui a pour objectif de travailler sur l'évaluation des services écosystémiques de la végétation urbaine. Donc clairement, dans ce projet-là, il y a un volet sur la question du rafraîchissement et donc effectivement un lien entre les deux projets. Et de manière plus générale, donc là, je déborde un tout petit peu des projets SCO sur donc les projets qui existent donc au CEREMA hein, et que l'on joint dans les études que l'on mène pour le compte des collectivités locales sur cette question-là. Donc le projet Sésame, qui est un projet
qui vise à évaluer les apports écosystémiques de la végétation, mais à l'échelle de l'arbre, en fonction des typologies d'arbres. Donc voilà, c'est un outil qui est complémentaire. Et puis des travaux méthodologiques qui ont été développés sur les questions de désimperméabilisation, en particulier en combinant avec la capacité à infiltrer des sols, et ces éléments-là combinés aux surfaces imperméabilisées permet de développer des stratégies de désimperméabilisation. Et là, ce que je voulais simplement indiquer en termes d'illustration, c'est que quand l'on va proposer des solutions aux collectivités, eh bien, en fait, il faut que l'on ait la capacité à proposer donc, un certain nombre de briques méthodologiques, d'outils, pour pouvoir apporter une réponse donc, la plus adaptée possible et la plus complète possible.